tourner les deux films de façon concomitante. Oui, c'est vrai que Art Act et Mensonge, je devais le tourner en été, puis finalement ça a bougé. Donc j'ai tourné 3-4 jours en septembre. On a tourné pendant 7 semaines de octobre à novembre, et puis j'ai repris avec Art Act et Mensonge. Voilà. Et c'est marrant parce que j'ai passé les essais en même temps. Enfin, tout s'est un peu imbriqué en même temps. Voilà. Bonsoir. Je voulais savoir si vous avez déjà vu le court-métrage Baltringue, ou si on a parlé dans en fait, un court-métrage français. Dans le début de l'histoire, c'est la même chose en fait. C'est un jeune homme qui doit sortir de prison et puis il fait une rencontre et ça lui donne plus envie de sortir. C'est avec Johan Zip, non? C'était de Joja Angébé, la réalisatrice. Je ne sais même plus, voilà. Ça s'appelle Baltringue. Elle a copié sur toi. Non. Et j'avais une question pour le sens du titre. Oui. Et puis pour la référence, bien sûr, on pense aussi au Grey Freedom, quand vous dites que finalement, dans le personnage principal, a envie de retourner en prison pour se sentir libre de retrouver celui qu'il aime. Le paradis, c'est un titre qui est arrivé, oui, pendant l'écriture, dans le sens où c'est le lieu de leur amour, en fait. C'est le lieu invisible qui se crée ensemble, mais aussi le lieu de liberté que le groupe se crée en étant ensemble, en étant amis, en étant en dehors des règles. Ça fait référence aussi du coup au tatouage du serpent au moment. Voilà, il lui explique la légende et qu'en fait ça vient de ça. Et cette légende elle m'intéressait parce que ça parle vraiment du coup des oubliés qui sont jetés là dans la mer, mais du coup là jetés, mis au banc en fait de la société, exclus du système, mais que dans cette marge, il crée une force, il crée une puissance, il crée une famille et de protection. Du coup, ils vont s'enrouler ensemble autour d'une force et pour se protéger tous ensemble. D'abord le couple et puis tous les autres. Il y avait aussi évidemment un petit jeu de mots avec l'enfer. Enfin, en fait, ils vivent une forme d'enfer, mais en fait, voilà, c'est plutôt paradisiaque. Mais voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est vraiment c'est parti de cette légende qui m'a vraiment frappé. Je me suis dit, ah, c'est marrant. Il y a une mythologie, il y a une société qui à un moment s'est inventé une mythologie paradisiaque en parlant d'un endroit de protection. En fait, le paradis pour eux, c'était un endroit où on est protégé. Et je pense que c'est des jeunes qui ne sont pas très protégés par la société. Voilà, je fais référence aux personnes que moi j'ai rencontrées là-bas. C'est des personnes qui sont vraiment complètement oubliées par le système. Et quand ils sortent, soit ils sortent avec énormément de carences scolaires, sociales, émotionnelles, voilà. Mais aussi parfois qui juste continuent leur parcours et qui basculent en prison un petit peu comme ce qu'on voit. C'est un système qui est très attaqué par la droite en ce moment parce qu'il y a l'âge légal, donc à un moment elle en parle par rapport à ces histoires de dessaisissement, c'est 16 ans. Le dessaisissement, tu peux aller en prison quand tu as 16 ans en fait en France. Mais par exemple sous Sarkozy, il voulait faire passer l'âge de dessaisissement à 14 ans. Voilà, donc on est un peu dans des problématiques de l'aide à la jeunesse qui sont un peu compliquées. Moi je pense vraiment que la question de la responsabilité, quand il s'agit des mineurs, elle est individuelle à un endroit, mais elle est aussi collective. Et je pense que l'État doit aussi se positionner sur le côté collectif de cette responsabilité et qu'un jeune de 16 ans ne doit pas porter en fait, tout le poids de la délinquance, enfin, de là où il a été mené. Souvent la délinquance, on le sait depuis longtemps, la délinquance elle est issue d'un problème systémique qui touche la famille, l'école, la précarité, le racisme institutionnel. Je pense que c'est toutes des choses pour lesquelles l'État est responsable. Enfin, c'est pas, voilà, donc il y a toute une série de choses qui pour moi est à réinventer. Ça a été le cas par exemple en Hollande, au Québec, c'est des endroits qui n'existent plus. Les lieux comme ça n'existent plus. Ce sont des maisons à l'intérieur de la cité qui ont bien sûr un taux de sécurité quand même assez élevé pour quand même les contenir. Mais il y a un travail énorme qui est fait sur la réinsertion. Et là, le film là, sort ici en France, en Belgique, et on est en contact avec quand même pas mal d'assauts qui essayent de faire changer les choses, notamment des ligues de juges. Moi, j'ai rencontré pas mal de juges pour la scène de la juge et tout ça, qui en fait essaient de poser des réformes sur la question des renouvellements de placement. C'est-à-dire quand un jeune il a 6 mois, en fait il ne sait jamais si c'est vraiment 6 mois, puisque à la fin il doit quand même repasser. Et s'il a eu des mauvais points ou
voilà, il a fait une fugue ou des trucs comme ça, ben, il peut reprendre 6 mois vraiment très très facilement. Et ça met les jeunes psychologiquement en grande détresse, quoi. Donc, ça les aide pas vraiment, enfin voilà. Donc le film arrive aussi, en tout cas en Belgique, je sais pas trop en France, mais dans une actualité de réforme autour de la question de la justice des mineurs. Et voilà, je partais du titre, je suis arrivé là, mais j'avais envie de vous parler aussi là-dessus. Et aussi, il y a le rôle des éducateurs, gardiens. Comment tu as travaillé avec ce... Est-ce que ce sont des acteurs professionnels, là, pour le coup? Oui, mais qui ont... Enfin, comment expliquer En fait, c'est marrant parce que du coup, ils étaient eux-mêmes un peu les gardiens de cette petite troupe un peu frivole, entre les prises, qui parfois perdaient leur concentration, des trucs comme ça, et ils m'ont beaucoup aidé aussi pour parfois recadrer un peu les choses naturellement. Donc, la question du professionnalisme n'est pas vraiment rentrée en compte, dans le sens où c'est pas parce qu'ils étaient eux pros et les jeunes non pros qu'il y a eu du travail. Je pense que moi, le travail, ça a été vraiment de leur dire que j'avais envie qu'ils incarnent des gens qui se donnaient à 100%. J'avais envie de donner l'image de l'éducation nationale, une belle image en fait de l'éducation nationale. Moi, c'est ce que j'ai vu. Pas toujours, mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de moi raconter. Parce que le vrai problème, il n'est pas là. Eux, ils se donnent à 100%. Le vrai problème, c'est comment le système est fait, comment les discriminations se répercutent après. Et donc, quand ils ont su ça, ils avaient une ligne, quoi. Ils avaient une ligne de jeu qu'ils pouvaient tenir. C'était qu'ils se donnaient, mais que je leur avais demandé aussi d'avoir une forme d'investissement émotionnel aussi dans le rapport qu'ils ont avec les jeunes. Et ça, c'est indétachable du métier. Quand ils côtoient ces jeunes toute la journée, à la fin, quand ils rentrent le soir, ils y pensent encore. Et quand il y a un jeune qui dérape, ils sont blessés personnellement. Enfin, je pense que ça a été un grand plaisir. Enfin, Jonathan, par exemple, il m'avait dit au casting, il m'a dit « Ah, mon père était éducateur dans ces trucs-là ». Donc je pense qu'il a investi le rôle, lui, d'une manière aussi très personnelle. Il avait un rapport comme ça avec son papa. Et Yé, je pense que c'est quelqu'un qui est naturellement très très ferme, mais qui a un grand cœur à l'intérieur. Donc elle, ça a été plutôt le travail de vraiment faire sortir le cœur tout le temps. C'est très bizarre ce que je viens de dire, dans le sens où c'est pas comme si elle était super trash et méchante et que ça a été hyper dur de la rendre un peu humaine. Mais c'est que je pense qu'elle s'est vachement accomplie dans sa carrière dans des rôles plutôt durs. Et là, je pense qu'elle savait qu'elle avait été castée pour ça. Moi, j'avais vu dans des films, j'avais envie de ça. Mais j'avais envie de lui faire jouer aussi plein d'autres trucs et ça a été un plaisir. Merci pour ce film extraordinaire. Et le propos, alors là, waouh, génial. Hein, et en fait, je voulais vous demander une question au sujet des musiques plutôt maghrébines. Et ça m'a fait penser, on dit qu'au Maghreb, les jeunes gens se tiennent par la main. Je me suis demandé si c'était pas ce qui nous manquait, un peu de tendresse entre les garçons dans la rue. Et merci, vraiment, merci. Non, mais merci pour votre question. Ouais. Mais moi, je suis à moitié tunisien. Mon père est tunisien. J'ai grandi à Bruxelles. Oui, j'ai... Alors, par rapport à la musique d'abord, j'ai voulu travailler avec Bachar Mar Khalife, qui est vraiment un auteur-compositeur incroyable. Il fait de la musique d'ailleurs sur le côté. Et je vous invite à l'écouter. Moi, c'est comme ça que j'ai eu envie de travailler avec lui, parce que je l'écoutais depuis des années. Et l'idée avec la musique, c'était d'incarner la voix de l'âme du personnage principal, de Joe, qui est coupé de ses racines, coupé de ses parents, coupé de là d'où il vient, et que j'avais envie de faire exister cet ailleurs à travers la musique, et pour aussi parler de fierté, une certaine forme de fierté de qui il est. C'était aussi une décision politique d'un moment, faire incarner le rôle principal de ce film par Khalil. C'était écrit, hein, mais je veux dire, par un personnage maghrébin, voilà. J'avais envie de ça pour proposer un personnage principal, queer, maghrébin, désirant, qui n'est pas en inhibition par rapport à qui il est et à ce qu'il désire. Et souvent dans les films que je voyais, les personnages maghrébins queer, c'était toujours le même conflit, quoi. Et là, il y avait un peu l'envie de casser ça, et la musique participait, si vous voulez, dans son élan un peu volontaire, de parler de fierté, en fait, tout simplement, parler de joie, parler de puissance à travers ces sonorités effectivement orientales. Ça a été vraiment un désir dès le début, et Bachar a vraiment été un grand allié
dans ce projet. Et c'est vrai qu'en Tunisie, les garçons se tiennent par la main. Et ce qui est très paradoxal, parce que c'est un des pays les plus homophobes du monde, où l'homosexualité est pénalisée, punie par la loi, c'est criminel en fait, là-bas, c'est très très difficile. Mais je pense que, comme en fait, ce qui se passe dans les pays du Maghreb, c'est qu'il n'y a pas de contact permis entre les femmes et les hommes dans la rue. En fait, tu peux pas, même quand tu es marié, tu peux pas. Et alors, quand tu n'es pas marié, voilà. Mais du coup, les garçons entre eux sont beaucoup plus tactiles. C'est comme s'il y avait besoin de tactilité. En tant qu'humain, on a besoin d'être tactile, donc ils le sont entre eux. Mais c'est pour ça qu'ils se tiennent par la main. Oui, social en fait. On a besoin de cette socialité. On a besoin du toucher. Et je pense que le film parle aussi de ça. Je pense que c'est des jeunes qui sont coupés du physique, coupés des sens. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément de l'homosexualité. Oui, voilà. Non, mais c'est ça. Donc, effectivement, il y a un moment, vous voyez, il y en a un qui le prend comme ça parce qu'il n'a pas eu son école et tout ça. Enfin, c'était aussi une volonté de ma part, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de proposer des masculinités alternatives qui sont capables d'avoir de la tendresse les uns avec les autres, parce que c'est pas comme ça qu'on a été élevés. On n'a pas été élevés comme ça, et du coup, c'est pas naturel. Et donc, le cinéma, pour moi, est un vecteur qui permet de peut-être inspirer des choses, en tout cas d'être légèrement dans l'utopie pour qu'on puisse tendre vers la suite. Ou tendu vers l'avenir, vers une autre société. C'est vrai qu'en parallèle, on a une guerre, c'est terrible, et en même temps, on est dans une société qui s'interroge énormément sur la masculinité, sur justement la possibilité d'exprimer des sentiments. Et dans tous les films, je vais énormément au cinéma, on voit cette progression, on voit des hommes qui pleurent, qui ont des sentiments et qui les expriment. Mais par-delà l'homosexualité, là, il y avait la tendresse, c'est encore un autre. C'est vraiment... Bah oui. C'est un peu la source de tous les maux, qu'est-ce qu'on dit, le patriarcat. Et le personnage de Jean Genet dans Le Condamné à mort, il est maghrébin. Et oui, il tombe dans le amoureux poème Jean Genet, il tombe amoureux d'un personnage qui est maghrébin. Bah, J'aimerais revenir sur autre chose, sur ton parcours en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, nous, on s'est parlé déjà. Ouais. On a beaucoup invité de réalisateurs belges ici, Anne Sirotte, Lucas Dompe et d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'en Belgique, il se passe ça, dans un tout petit pays, autant de talents? Ça, c'est vraiment me flatter. Non, mais alors, je pense, moi, ma théorie, c'est qu'en Belgique, la Belgique n'a pas d'industrie du cinéma. Donc, on n'a pas de modèle, on n'a pas beaucoup de comptes à rendre, en fait, puisqu'il y a quand même un système d'État culturel qui finance quand même finalement bien les films. Même si je me ferais taper sur les doigts par mes potes quand je dis ça, parce que moi non plus, j'en suis pas complètement convaincu, mais par rapport à d'autres pays, on peut quand même faire des films. Et du coup, on n'a, pour le coup, pas vraiment de grande pression en termes de, je sais pas comment dire, de fame ou de rendement. Il n'y a pas de star, il n'y a pas ça. Du coup, je pense qu'il y a une liberté en tant que cinéaste qui existe peut-être différemment en France. Je pense qu'il y a des cinéastes français excellents qui arrivent à se défaire de ça, mais quand même, en France, il y a un certain formatage qui est imposé par des réseaux de salles de cinéma, par les chaînes de télévision, par les producteurs qui sont de plus en plus frileux d'embarquer sur des projets, sur des sujets plus compliqués, on va dire, pour dire leurs mots, et que peut-être que nous, on n'a pas cette pression. Enfin, en toute humilité, je dirais qu'on n'a pas cette pression, et donc du coup, on est peut-être plus libre. Après, voilà, on a eu à la fois les Dardenne, Bouli, Jaco van Dormael, c'est trois types de cinéma extrêmement différents. Et il y a autant de cinéma belge que de cinéastes en Belgique, parce qu'on fait chacun quelque chose de très différent. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Anne Siro et Raphaël Balboni. D'ailleurs, ils viennent de terminer. Je ne sais pas où il ira, peut-être à Cannes, on ne sait pas encore. On saura la semaine prochaine, mais ils proposent des films. Je vous conseille vraiment leurs films. C'est des films très fantasmagoriques. On a présenté Une vie d'aimante ici, pour ceux qui se rappellent. Ah oui. C'est très beau. Monsieur, il a tout vu. Bah oui, mais c'est un cinéma excellent qui n'est pas du tout le mien. Lucas, il fait encore complètement autre chose. Je pense que moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Je pense qu'on se pose des questions similaires sur la masculinité. Et pourtant, on coexiste et tout va bien. Et Julien, toi, comment tu perçois le milieu d'acteur que tu découvres en fait
Est-ce que tu as un battant? Comment tu choisis tes rôles? De toute façon, j'ai choisi pas, je tente d'en avoir. Mais non, je sais pas, c'est vrai que moi, c'est un rêve depuis que je suis tout petit, donc là, j'ai l'impression d'enfin toucher à quelque chose que je voulais depuis toujours, donc c'est une vraie chance, vraiment. Même de pouvoir jouer des rôles aussi complexes et élaborés, avec une vision aussi tendre et bienveillante des réalisateurs avec qui j'ai travaillé, sincèrement. Donc je sais pas, enfin, qui verra quoi, je sais pas trop. Mais non, en tout cas, je suis très modeste heureux. parce qu'il a plein de projets qui vont débouler. On va pas en parler, mais d'autres questions. Une question pratique, après vous avoir remercié pour vraiment c'est un super film et je pense à 3 nuits par semaine, Joyland. Enfin, cette année vraiment il y a une programmation ici qui a été le bleu du cafetan. Enfin voilà, on est dans un univers où oui les hommes s'expriment voilà avec leur cœur. Et moi j'ai juste une question, qui dessine ces beaux dessins, ces Ça c'est toi qui tatous? vas répondre. Alors, c'est toi? Le spoil, ce n'est pas moi tout le temps. Néanmoins, pour la préparation, j'avais appris à faire une tête de poulpe avec de l'encre de Chine. D'ailleurs, j'étais très heureux parce que dans un plan un peu large, on voit que je dessine vraiment. J'étais très fier. Mais sinon, non, c'est un artiste qui s'appelle Crayon, qui est un artiste belge, qui est un dessinateur, qui a dessiné, enfin, qui a composé tous les dessins qu'il y a dans la chambre, tous les têtes d'animaux, etc. Plus le grand serpent, l'Ouroboros. Voilà. La fresque. Voilà. Et plus, d'ailleurs, le tatouage aussi. Tous les tatouages aussi, c'est lui qui les a dessinés. Puis c'est une artiste qui les posait sur moi tous les jours. Je vois plus de main levée, j'arrive pas à voir tout le monde, mais... En tout cas, moi je sais j'ai une que... question. Ah oui, vas-y. C'est sur le générique. T'entends pas au fond. Ouais, c'était une question. J'ai vu le nom de Takeshi Fukunaga à la fin. Je voulais savoir quel était son rapport avec le film. D'ailleurs, il y avait celui de Lucas Dont à côté. Mais tu connais Takeshi, enfin, tu as vu son film? J'ai pas vu ce film, mais je connais. Enfin, je m'intéresse un peu au ciné et je connais ce réel. Enfin, je connais un peu son travail, mais j'ai pas encore vu ça. Bah, moi, quand j'ai commencé à écrire ce film, je lui ai envoyé un truc qui s'appelle la Ciné Fondation. En fait, la Ciné Fondation, c'est une extension de Cannes. Enfin, Cannes a mis en place une résidence, voilà, pour jeunes artistes, jeunes réa, premier film international, qui est basé à Paris. Et donc, tu peux pendant 4 mois et demi, tu es logé à Paris, tu reçois un peu d'argent, tu as des strip docteurs qui passent et tout. Et moi, j'ai eu la chance d'accéder du coup à la résidence et j'étais dans le même appart avec Lucas, Takeshi, un Turc, Cenk, une Québécoise, voilà, et un Hollandais, Mace. Et du coup, bah, on a vécu 4 mois et demi en coloc, l'auberge espagnole, quoi. Enfin, c'était génial. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Lucas au début. Là, lui, il écrivait, moi j'écrivais. Et puis... C'était pour le paradis alors. Oui, c'était pour ce film-là. Et j'ai malheureusement pas vu le film de Takeshi encore. Mais ce qui est cool, en fait, c'est donc Cannes soutient vraiment les réas qui sortent en fait, de leur résidence. Et sur les 6, on a tous fait notre film, quoi. Ce qui est vraiment un miracle, hein, aujourd'hui en tout cas. Mais ouais. Mais d'ailleurs, Takeshi, il a fait un nouveau film là, qui s'appelle The Mountain Woman, qui était à Tokyo il n'y a pas longtemps. Et j'espère qu'il va sortir en Europe, je sais pas trop. Et Lucas donc, pour ceux qui ne savent pas, il était venu pour Girl et pour Close. Close, ouais. Je voulais remercier vraiment nos deux talents, mais En surtout... tout cas, bravo. Surtout. Je remercie aussi Réseau Film, qui est un distributeur avec qui on travaille souvent. C'est un travail formidable sur tous les films. Ils ont peu de films, mais à chaque fois, ils travaillent bien, et celui-là en particulier. Il sort le 10 mai, c'est marqué en gros là sur l'affiche. Donc parlez-en autour de vous. 10 mai, grande date, mon cher. Pourquoi grande date? Ah, Mitterrand quand même. Ah pardon. On en est loin de Mitterrand maintenant. Non, mais, Donc voilà. le 10 mai, il y a beaucoup de films, vous le savez, donc parlez-en vite, parce qu'il faut que le bouche à oreille prenne, donc c'est comme toujours la même chose, mais je le répète. Donc merci à Réseau. Merci Inès. Merci Inès.